Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver encore ce matin sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. Nous sommes le vendredi, nous sommes le 7 février 2020. Nous sommes à seulement 2 jours de cette échéance électorale, le jour du scrutin, le 9 février, dimanche prochain, double scrutin municipal et législatif au Cameroun. Alors que dans le même temps, en Afrique, nous aurons ce 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Ça s'ouvre dans ce dimanche à Addis Abeba en Éthiopie, la capitale éthiopienne, pour ce 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Le thème cette année, faire taire les armes. On voit très bien que les conflits ont continué à gonfler sur le sol africain. Entre 2005 et 2018, on est passé de 5 à 21 conflits sur le continent africain, et les conflits qui pour l'instant font paniquer les pays d'Afrique. Nous avons la crise libyenne, mais également le G5 Sahel et la guerre qu'il mène contre le terrorisme. Il y a tous ces conflits-là qui posent réellement un problème, et Moussa Faki Mahamat le dit clairement, il y a une urgence à régler ces situations-là pour ne pas attendre que les pays tiers viennent régler les problèmes de l'Afrique à notre place. Il faut noter que, évidemment, ce sera la prise de pouvoir de Cyril Ramaphosa. C'est le président de l'Afrique du Sud qui va remplacer en tant que président en exercice de l'Union africaine, l'Égyptien Sisi. Et on voit très bien que là encore, beaucoup estiment que cette présidence égyptienne a été morose, timide, et qu'on espère un peu plus de dynamisme de la part du président sud-africain, qui a d'ailleurs accueilli chez lui en Afrique du Sud la chancelière allemande Angela Merkel sur la question de la crise libyenne entre les deux parties qui se font la guerre dans ce pays. Donc vous voyez, nous aurons le regard tourné dès dimanche prochain à Addis Abeba pour ce 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Madame, Monsieur, restez avec nous puisque nous aurons 2 heures pour échanger, discuter, décrypter, commenter l'actualité et les faits majeurs. Et le plateau est en place. D'abord vous, Monsieur Donald Brice Kamgan, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour à nos téléspectateurs. Nous sommes à 2 jours de la clôture de la campagne électorale. Si on compte cette journée, et le président de l'Assemblée nationale, tête de liste du RDPC dans le département du Mayo-Sava pour la députation, n'a été aperçu que 2 fois pendant ces 2 semaines de campagne. Même mercredi dernier, alors que le secrétaire général du comité central du RDPC était à Maroua, Kavaï Djibril n'a pas été aperçu. Ils n'en ont plus été aperçus le 24 janvier dernier à la sortie de la 37e promotion de l'école militaire interarmée, cérémonie présidée à Yaoundé par le chef de l'État. Donald Brice Kamgan, qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h30 pour son interpellation à la conscience nationale. J'interpelle la conscience nationale, évidemment, avec beaucoup de bonheur, Monsieur Kamgan, encore aujourd'hui, encore ce vendredi. Également sur le plateau, vous, Karine Sotia, bonjour et bienvenue, madame. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour aussi à vous. Et pas à moi? Non, mais je dis bonjour à vous. Bonjour aussi aux téléspectateurs, bonjour Monsieur Fopoussi. Voilà. Pourquoi faites-vous ça? Quoi? Ce que vous faites. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai dit bonjour. Sauf que j'ai pas commencé par vous. C'est ça la différence. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. On va s'intéresser à 2 sujets importants qui touchent l'actualité au Cameroun. On parle de ces élèves convoqués par le commissaire de sécurité publique dans le Mayo Bagno. On va savoir pourquoi, on va décrypter les raisons de cette convocation, mais on va aussi parler de Célestin Djamène qui fustige les Camerounais qui pensent selon lui que les États-Unis viendront libérer le Cameroun. Est-ce que Célestin Djamène a taclé Maurice Kamto? On répondra à cette question un peu plus tard dans cette émission, madame, monsieur, ce matin. Est-ce que monsieur Djamène se désolidarise de l'option prise par le président national du MRC? Nous en parlerons ce matin dans cette émission. Également sur le plateau, Bombok Bengan Kanje. Bonjour et bienvenue, patriarche.
Bonjour à vous, monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je salue ici le commandant de brigade de gendarmerie de Bonnet. Lui, il tape les chefs traditionnels chez lui et il les met en garde à vue, sans les avoir entendus. Merci, monsieur le commandant de brigade. Je pense que Galax et Toga va s'occuper de vous prochainement. Mais je vous salue. Il faut continuer. C'est ça la bonne voie. Ces chefs traditionnels, il y en a deux qu'il a interpellés comme ça. N'eût été l'intervention du sous-préfet, il les aurait idiotés sans même qu'ils aient signé quoi que ce soit. Mais les chefs traditionnels, garde à vue. Des tonnes et des tonnes de charges. Beaucoup de charges même. Voilà. Donc, monsieur Fopoussi, bonjour. 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 Pouf, la poussière de ce côté. Prière de terminer ce tronçon-là. Quand j'ai dit ça, je vous raconte l'histoire. Quand vous dites ça, vous n'avez rien dit. Oui, je n'ai rien dit. Je passe à autre chose pour vous transporter dans le quotidien d'une famille où la sœur aînée, âgée de 25 ans aujourd'hui, dit qu'elle est très jalouse de sa petite sœur de 21 ans. Nous sommes nés d'une mère célibataire puisque notre père nous a abandonnés très tôt. Moi, l'aîné, je n'ai pas eu un long parcours scolaire. Par conséquent, je me suis lancée dans la vie active rapidement pour pouvoir suppléer notre mère avec son commerce qui a commencé à dégringoler. J'ai rencontré un homme lorsque j'étais âgée de 22 ans. On a eu une fille dès les premiers mois de notre rencontre. Mais malheureusement, nous nous sommes séparés. Et aujourd'hui, notre fille a 3 ans. J'ai dû rentrer vivre chez ma mère avec mes 2 autres frères. Ce qui fait que nous sommes au total 5 à la maison. Depuis que je suis revenue chez maman, je fais des petits boulots ça et là, mais jusque-là, on n'arrive pas à nous en sortir normalement. Mais à côté de moi, il y a ma petite sœur, âgée de 21 ans, qui a des bons petits copains qui lui donnent de l'argent, qui la traite comme une reine et qui, au passage, nous aide à payer le loyer, s'occupe de la santé, nous donne à manger. Bref, nous met à l'aise, les petits copains de notre sœur. Et ça me dérange parce que je suis l'aînée et je sens que je suis en train de perdre ma dignité, perdre mon indépendance à côté de ma petite sœur qui est très populaire, très coquette et elle est plus belle que moi. C'est difficile à vivre parce que j'ai l'impression que je suis une ratée et que je n'ai pas ma place dans cette famille. La jeune dame nous dit qu'elle aimerait partir de cette maison pour ne plus subir sa sœur, parce qu'elle dit que sa mère comprend qu'en ce moment, elle passe des moments difficiles, mais lorsque sa sœur lui adresse la parole, elle est très en colère et elle éprouve une certaine rage contre sa petite sœur qui a toujours tendance à venir se rapprocher d'elle. Elle aimerait savoir si déménager pour pouvoir se recentrer dans sa vie et ne pas être éblouie par le succès de sa sœur est une bonne chose. Comment comprendre que dans nos familles, il y ait nos frères, nos sœurs, nos oncles qui soient jaloux de ce qu'on peut appeler notre réussite. Quelle réussite? La réussite, c'est où? Le fait qu'il y ait des hommes qui viennent derrière, parce qu'elle est jalouse de n'avoir pas pu garder le père de son enfant, par exemple, et que sa petite sœur, elle, est des personnes qui s'occupent de toute la famille, contrairement à elle, l'aînée. Oui, vous avez senti sur ce plateau un malaise. Ah oui. Il y a un malaise général. Parce qu'on a du mal, et c'est terrible dans ce pays. On est dans quel pays finalement? Dans ce pays, on est en train de légitimer des choses qui, dans un temps passé, étaient réservées à des parias, à des exclus de la société. C'est-à-dire que, vous voyez le modèle de réussite qu'on nous brandit ce matin. Le modèle de réussite qu'on nous brandit ce matin. Un modèle de prostitution, ça veut dire que, et vous avez des familles comme ça, où les jeunes filles sont transformées justement en mamelles nourricières à travers le corps qu'elles vendent. Et c'est pourquoi je dis toujours que le féminisme est une contradiction terrible. Ce sont toujours les mêmes qui vont vous dire qu'un homme ne me dit pas n'importe quoi. Ce type de femme, c'est comme ça qu'elle raisonne. Et malheureusement, on y est, et on va continuer à y être, jusqu'à ce que, collectivement, dans la conscience nationale d'Ixit, M. Kamgan, qu'on se rende compte enfin que nous sommes en train de nous diriger vers dans un gouffre terrible. Voilà, donc non, on continue parce que le gouffre, ce qui est bien, c'est que c'est un gouffre infini. C'est-à-dire qu'il continue la descente, la chute libre continue à se faire. Donc, Bombok, sur l'histoire de ce matin, quel sera votre propos?
J'allais dire, mais bon, comme c'est mes filles, je ne peux pas refuser de dire un mot. Oui. Mais en fait, à notre époque, elle fait la promotion de ce qu'on appelait à notre époque le SAPAC. Vous avez une sœur, une cadette qui est SAPAC, comme on dit. Et vous l'enviez. C'est ce que je ne comprends pas. Au lieu de poser le problème véritable qui doit être posé, notre maman n'a pas eu la chance. Papa est parti très tôt. Il est mort. Non, bon, il les a abandonnés très tôt. Elle-même, elle a un enfant, elle n'arrive pas à trouver de mari. Sa sœur cadette n'arrive pas à se marier. Voilà le problème qui se pose. C'est la débandade totale dans cette famille. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, cette famille vit un karma. Un karma, il y a une seule sorte de karma où il y a des femmes. Si vous faites une célébration nuptiale, donc on vous dote, vous vous mariez, le mari meurt. Le mari meurt. Oui, il meurt. Si vous faites une célébration nuptiale, il va mourir. C'est un genre de karma, mais d'autres, il fait que quand un mari commence à être sérieux pour vous prendre comme femme, il part. Il y a quelque chose qui arrive, vous partez. Donc, j'ai l'impression que cette famille, cette fille-là, vivent ce karma. Au lieu de poser donc ce problème en ces termes, en disant, mais ce qui est arrivé à maman m'est arrivé et est en train d'arriver à la petite sœur. Donc, nous risquons ne pas aller en mariage un jour. Voilà le problème qui se pose. Et nous risquons finir nos vies. Voilà, nous risquons comme ça avoir des enfants bâtards. Mais non, elle pose plutôt, elle développe la jalousie avec le statut que, oui, mais ma petite sœur est plus à part que moi. Donc, pourquoi je veux utiliser ce mot justement pour... parce que ce comportement est un comportement à bannir, vous l'avez dit, dans la société. Le vrai problème, c'est ça. Consultez, regardez, quel est ce karma qui fait que ces filles, vous n'allez pas en mariage, et ce karma, vous le tirez de votre maman. Donc, ça se soigne, ça s'accompagne que de développer des idées sordides qui n'amènent à rien. D'accord. Karine. Elles vivent avec leur maman. Je ne vais pas dire ça comme ça, mais son esprit est pervers. Son esprit à elle est pervers. Quand vous voyez votre petite sœur faire des choses que vous ne trouvez pas normales, la première chose que vous avez à faire, c'est la réprimander. Mais si vous ne réprimandez pas et vous trouvez que ça lui donne beaucoup plus d'argent que vous, c'est un problème. Donc, c'est la perversion. Dans sa tête, elle érige la normale au normal. Parce que ça donne de l'argent. C'est quel genre de grande sœur, ça? C'est quel genre? C'est peut-être même elle qui est cet exemple que sa petite sœur suit. Peut-être que quand elle était encore à la maison, elle faisait la même chose et la petite sœur voyait. Parce qu'il n'y a rien qui tombe du ciel. Généralement, dans une maison, j'avais une tante qui disait que dans une maison, lorsqu'il y a plus de filles, si la première se marie, si la première réussit, qu'elle se marie ou qu'elle ne se marie pas, mais si elle réussit... Mais réussir à se marier, vous voulez quoi? Si vous voulez, hein, c'est votre définition. Oui. Si elle réussit... Vous n'avez pas à dire ça. Non, mais c'est pas possible, laissez-moi terminer. Non, mais je vous dis, parce que, attention... Mais c'est pas possible. Non, Karine, il faut qu'on s'entende sur les mots. Il faut venir nous tromper ici sur ce plateau ce matin. Vous voulez nous dire que la réussite, c'est le mariage. Maintenant, vous c'est pas ce que je vous dis. Ok. Du tout pas. Mais comme c'est en contradiction avec vos postures régulières, du tout pas. Vous dites réussir, bon, ça fait de mariage, c'est autre chose. C'était un lapsus. Oui. Si la grande sœur, voilà ce qu'on nous disait, si la grande sœur réussit, il y a de fortes chances que les autres réussissent. Mais quand la grande sœur a dérivé, clairement, les autres vont dériver. Qu'ils soient garçons ou filles, ceux qui la suivent, généralement. Mais si vous n'avez même pas réussi à être un exemple pour votre petite sœur, et qu'aujourd'hui, c'est elle votre exemple, et même votre source de jalousie, c'est un problème. Ça veut dire qu'elle veut copier ce que sa sœur fait, sauf qu'elle n'a plus l'âge de faire pareil que sa sœur. Elle est incapable de trouver en ce que sa sœur fait du mauvais. Et de venir lui dire que tu es en train de mal faire. Vous voyez ce que la société érige en exemple? Une fille qui revient chez elle avec un enfant et qui refuse de se battre pour son enfant. Elle sait que je fais des petits jobs ici et là, c'est quoi? Elle dénigre les petits travaux qu'elle fait parce qu'elle sait que ce n'est même pas des jobs. Elle sait elle-même que ce qu'elle cherche pour nourrir son enfant n'est pas digne d'elle. Si une femme vend de la nourriture à la sauvette pour nourrir son enfant, elle va pas dire qu'elle fait des petits jobs ça et là. Si une femme fait le ménage dans la maison de quelqu'un pour pouvoir nourrir son enfant, elle ne dira pas qu'elle fait les petits jobs ça et là. Elle vous dira que je suis femme de ménage pour pouvoir
élever mon enfant. Elle vous dira que je suis vendeuse à la sauvette pour pouvoir élever mon enfant. Mais elle a honte de son métier parce qu'elle sait que ce n'est pas un métier noble. Et aujourd'hui, elle vient nous soulever ce genre de problème. Je suis certaine que si elle était face à moi, je ne l'aurais pas regardé si simplement m'expliquer ce genre d'histoire. Parce que ça ne tient pas debout. Vous l'aurez giflé. C'est anormal. C'est anormal qu'aujourd'hui, on en vienne à penser que c'est la prostitution qui est l'exemple à suivre. Cette petite fille de 21 ans, elle ne réfléchit pas si elle peut avoir une maladie. Si elle peut choper une maladie. Si entre les hommes qu'elle échange, on prend quoi sur elle et on laisse quoi sur elle. Comment est-ce qu'elle réfléchit, elle? Parce qu'à un moment donné, lorsque vous ne réussissez même pas dans votre maison, vous placez en catalyseur, en rassembleur, en quelqu'un qui produit au moins les conseils parce que vous avez vécu l'échec. Mais même ça, elle ne donne pas. D'accord. Elle est envieuse du mauvais exemple. D'accord. Donald Brice. Vous savez, c'est facile de condamner sans comprendre. La jeune fille a 25 ans, elle a un enfant à sa charge. Et il me semble que l'histoire nous dit que le père de l'enfant n'a pas assumé les charges. C'est bien cela? Ils sont séparés, oui. Voilà. Ils sont séparés. Dans les familles, de façon classique, les aînés donnent le ton. Les aînés donnent le ton en termes de valeur, c'est-à-dire que les plus petits ont tendance à copier ce que les aînés font. Les aînés donnent le ton en termes de valeur, donc il y a une trajectoire. Mon grand frère se comportait comme ceci, il a eu un bon job. Ma soeur faisait comme ceci, elle s'est mariée, ainsi de suite. Voilà une aînée qui a 25 ans et qui a conçu à 22 ans. Aujourd'hui, elle n'est plus avec son petit ami et face au turpitude de la vie, elle a été obligée de revenir dans la maison familiale sans cautionner ce qu'elle fait. Je me place un peu dans sa psychologie. Elle est perçue ayant déjà eu un enfant qui n'est pas pris en charge par le papa comme quelqu'un, comme une échouée sociale, comme une marginale, comme quelqu'un qui a raté sa vie, comme on dit. Non seulement elle n'a pas un bon niveau scolaire, mais également elle a un enfant dont le père n'assume pas les charges et elle également elle doit se débrouiller pour se nourrir, se vêtir, ainsi de suite. Elle revient à la maison familiale pour que maman, elle aussi, qui n'a pas de mari, s'occupe d'eux ensemble. C'est complètement... Non, c'est complètement... Sens dessus, sens dessous. Elle est frustrée, je comprends sa frustration. Elle se dit, mais... Parce que, en fait, lorsque on regarde la situation de cette jeune fille qui a 25 ans, certes, à 25 ans, il ne se fait pas tard pour se marier, mais à 25 ans, lorsqu'on a un enfant, à 25 ans et que le père de l'enfant n'assume pas ses responsabilités, il y a des raisons de s'inquiéter. Lorsqu'on a 25 ans et qu'on n'a pas d'horizon, on n'a pas de possibilité en termes de perspective de continuer ses études, de trouver un bon emploi, on s'inquiète davantage encore si on est une femme. Donc je vois cette fille qui voit l'horizon à peu près brouillé, qui a une situation sociale fragile, à la fois sur le plan social, sur le plan économique, et qui ne voit pas de perspective claire. Est-ce qu'elle a raison de jalouser sa petite sœur? Certainement pas. Mais est-ce qu'on peut comprendre qu'elle jalouse sa petite sœur? Oui, on peut comprendre que ce n'est pas sa petite sœur qui a 21 ans. À 21 ans, on doit poursuivre ses études. L'une des priorités à 21 ans, ce sont les études. Mais elle voit que avec la conjoncture actuelle, les petits, comme on dit, courent après la petite sœur. Elle se dit, mais ça aurait pu être moi. J'aurais également pu avoir un garçon qui est sérieux, qui peut me payer les études, qui peut prendre en charge les enfants. Moi, je comprends cet enfant. Je pense qu'elle ne doit pas se dire que tout s'est arrêté. Si elle avait 30 ans, 31 ans, je comprendrais qu'elle court un peu. Mais à 25 ans, on a certainement pas beaucoup de temps, mais on a quand même un temps rationnel pour construire un avenir solide. Alors, on va terminer avec vous, Dominique Audrey Oyengelek. Oui, on terminera avec moi et ce que je dirais, c'est que je comprends tout à fait la jeune femme.
Dans nos familles, au moins une fois dans sa vie, on a été jalouse de quelqu'un. Il ne faut pas qu'on fasse comme si aujourd'hui qu'elle soit jalouse de sa sœur, c'est sa sorte de Mars. Ce n'est pas nouveau. Et c'est commun dans les familles. Tous, il y a une jalousie qui n'est pas forcément mauvaise. La jalousie en soi, c'est un sentiment d'amour, c'est un manque de confiance. Et aujourd'hui, cette femme est simplement en manque de confiance devant sa petite sœur qui s'avère être aujourd'hui la personne qui porte la famille. Parce qu'elle estime qu'elle, en tant qu'aînée, c'était son rôle de pouvoir payer le loyer, de pouvoir ramener à manger pour tout le monde. Mais aujourd'hui, elle se retrouve butée à ne pas pouvoir le faire. Moi, je vais lui dire, si elle a la possibilité vraiment de se prendre un local pour ne plus être éblouie, comme elle dit, par le succès de sa sœur, qu'elle aille. Jusqu'ici, moi, je ne vois pas une volonté malsaine de faire du mal à sa sœur. Aujourd'hui, dans nos familles, c'est commun qu'on a une personne sur laquelle on s'appuie, que vous travaillez simplement et que vous ayez 30 000 aujourd'hui, c'est tout le monde qui regarde ces 30 000-là. Mais si vous demandez à une personne de venir faire le même travail que vous, on vous dira non, moi, je ne peux pas faire ci. Par exemple, dans ma famille, il y a quelqu'un qui travaille les VA. Au départ, on lui donnait 25 000 francs. La famille de son épouse, tous les jours, appelait pour lui poser les mêmes problèmes. Mais sa femme de leur dire, venez, ici, il y a du travail, venez aussi signer les EVA. Ils ont dit, non, vraiment, nous, le travail, on ne peut pas. Mais bizarrement, ce sont ces personnes-là qui, tous les jours, posent les problèmes et font des scènes de jalousie lorsque vous allez acquérir une voiture, une moto, un nouveau meuble chez vous. Donc, la jalousie, c'est un truc qu'on partage communément dans nos familles. Ce n'est pas nouveau. Et maintenant, cette femme-là, elle a juste besoin d'un certain encadrement. Elle a besoin de voir l'amour de sa famille, qu'on lui témoigne que non, elle n'est pas une ratée parce qu'elle a eu un enfant à 25 ans. Il y a que dans la vie, il y a des situations qui nous... Elle n'est pas une ratée. Je suis désolée. Avoir un enfant à 22 ans, elle n'est pas une ratée. Non, monsieur Fopoussi. Il y a des femmes aujourd'hui, lorsqu'on lit les success stories de certaines femmes, oui, bien sûr. Il y a des success stories où on vous dit que des femmes se sont révélées à un certain âge. Oui. Elles n'ont pas eu 25 ans, elles ont eu plus de 25 ans. Oui. Donc, je suis de celles qui pensent que même si on a atteint 70 ans et qu'on a eu sa révélation, le moment où on peut se réveiller, il n'est jamais trop tard. Alors, évitons de présenter la situation de la jeune de 21 ans comme étant une réussite, un modèle social. C'est ça. Elle a certainement des formes généreuses. Okay. Elle est esthétique au plan extérieur et se fait courir par les garçons. Alors, mais ça ne présage pas forcément d'un avenir. Dominique Audrey, pourquoi je dis que c'est une ratée? Elle a 25 ans et sa manière de penser n'est pas la bonne façon de penser. Elle a 25 ans et sa manière de penser n'est pas bonne du tout. Elle pense que réussir, c'est vendre son corps. Moi, c'est ça le problème. Elle pense que réussir... C'est ramener de l'argent. Non, mais ramener comment? Sa sœur aurait pu avoir un travail et elle aurait aussi été... Si c'est un travail normal, vraiment constitué, j'aurais compris. Mais quand elle se base sur qu'elle est plus belle que moi, elle a plus de forme, on court plus derrière elle, on fait ci. Moi, je dis sincèrement, ce n'est pas la bonne façon de penser. Ce n'est pas le bon mindset. Ça veut dire qu'à 25 ans, si elle réagit comme ça, on voit très bien où sont ses priorités. Et j'ai toujours dit que les jeunes Camerounais doivent prendre conscience de ce que nous sommes en concurrence avec la Corée du Sud, qui est parmi les plus grands constructeurs de bateaux au monde. On ne peut pas se permettre qu'un seul Camerounais ou qu'une seule Camerounaise réfléchisse comme ça. C'est un échec pour ce pays. Si une seule Camerounaise réfléchit que comment je fais pour vendre mon corps ou pour me rendre plus belle pour que les hommes me courtisent encore plus, ça craint. Maintenant, si elle dit que elle veut se lancer dans la vie, une activité, faire ci, faire ça, d'accord. Même à 70 ans, on peut se relever. Oui, je crois que c'est à ce moment qu'on intervient, monsieur Fopoussi. Oui. C'est à ce moment qu'on intervient en lui disant, il ne faudrait pas penser comme ça. Sachez que, honnêtement, si les gens sont honnêtes envers eux-mêmes, ils vous diront que c'est comme ça qu'ils pensent. Personne ne pense sérieusement à travailler. On réfléchit tous comme ça à comment rapidement avoir de l'argent. Maintenant, c'est à nous autres qui pouvons avoir une certaine objectivité ou pouvons voir de loin de dire que non. Cette façon, ça ne peut pas marcher si vous pensez que d'accord, voilà, justement. J'aimerais ajouter quelque chose. Pour moi, elle ne pense même pas comme une femme qui a un enfant. Et ça la rend irresponsable. Parce que quand vous avez un enfant, vous faites tout
pour être l'exemple de cet enfant. Si elle ne peut plus être l'exemple de sa sœur, au moins qu'elle soit l'exemple de cet enfant qu'elle a. Et c'est ça, c'est là-bas où je dis qu'elle a un esprit pervers. Parce que quand vous arrivez dans votre maison et que vous considérez vous-même que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de ce que vous aurez voulu être, c'est votre moment de travail parce que vous n'avez pas de loyer à payer, vous ne payez pas d'électricité. Donc vous devez vous battre pour que dans la famille, on sache qu'il y a un changement. Mais pas que vous restiez là et que votre petite sœur fasse des choses comme ça, mais vous la fouettez pour lui montrer que vous êtes passé par là et ce n'était pas le bon chemin. Mais à un moment donné, c'est comme si elle trouve que ce que sa sœur fait est bien. Vous voyez, elle n'a même pas porté une petite observation négative à ce que sa sœur dit. Elle manque de lucidité. Il y a un problème. Il y a un problème. Sa sœur va finir comme elle. Hein. Ça, il y a un problème. Elle n'a même pas... C'est pas, son intention n'est même pas que tout le monde vive bien dans la maison. Son intention, c'est que elle veut aussi être plus que sa sœur ou comme sa sœur. Elle a mentionné qu'elle veut réussir surtout parce qu'elle est l'aînée. Elle sait qu'elle a la responsabilité de porter la famille. Elle en a conscience. Maintenant, moi j'ai un problème lorsqu'on tape simplement sur les doigts des gens. Il y a des gens qui ne savent pas comment on réfléchit par rapport à certaines situations. Je dis ici qu'on peut avoir 50 ans, mais on n'a pas une certaine maturité. Clairement. Mais non, on ne refuse pas. Mais il faut qu'on lui dise qu'elle pense mal. Eric, Donald, oui, cette fille n'est pas perverse. Elle n'est pas perverse. C'est une fille qui est frustrée par la vie. C'est une fille qui est députée. Et il faut remonter peut-être même à être frustrée par la vie. Dans son passé. Peut-être qu'elle a... Elle continue comme ça. Peut-être qu'elle avait envisagé une relation sérieuse avec le garçon qui lui a donné cet enfant. Et après, elle a été déçue. L'histoire nous dit bien qu'elle a commencé une activité de façon personnelle et qui lui rapportait un peu d'argent. Apparemment, ça n'a pu marcher par la suite. C'est une fille qui se bat. Telle que l'histoire est relatée, c'est une fille qui se bat. Mais il lui manque la robustesse d'esprit. Le problème, c'est que vous êtes en train d'analyser les conséquences de quelque chose dont vous ne connaissez pas. On commence à dire si. Quel est le statut de sa maman? Quel est le statut de leur papa? On dit seulement que l'abandonner. Vous faites comme si une mangue qui tombe là, vous allez dire, mais la mangue s'y est pourrie. Pourquoi elle ne pouvait pas attendre? Non. La mangue est arrivée à maturation, il faut qu'elle pourrisse. Maintenant, est-ce que c'est la saison, ça devait, non. L'histoire, vous les enfants, c'est précisément parce que vous pensez que la vie commence, s'achève avec vous. C'est ça le problème. Elle dit, ça a raté, elle est rentrée chez la maison. C'est le moment donc, au lieu, vous questionnez, vous dites, mais j'ai pas réussi, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qui s'est passé avec papa? Comment, pourquoi? C'est là où... Comment on va rebondir? Le rebondir là viendra non pas à être le procureur de vos parents, mais de voir ce qui n'a pas marché pour réparer et repartir. C'est ça, mais ne faites pas comme si votre cerveau seul, parce que chacun développe des idées tous les jours. Vous dites, j'ai fait ceci, j'ai vu ma sœur faire, et moi je peux. Justement, vous allez vous embrigader dans la vie que vous ne connaissez même pas. Maman peut échouer, l'enfant réussit, non? Mais maman vous dit, c'est comme ça que je vivais avec votre papa. C'est comme ça. Maintenant, à 3, elles sont là à 3, elles peuvent repositionner la vie. Et je vous dis, c'est un problème de karma. Le patriarche, le patriarche, oh ben il en a parlé. Voilà, on ne parle plus. Le patriarche a parlé, on arrête là. Madame, monsieur, on va tout de suite se rendre chez Donald de Brice-Kamgan pour sa colère de ce vendredi. J'interpelle ce matin la conscience nationale sur l'abandon des travailleurs par l'État au Cameroun. L'État est un protecteur. L'État est un régulateur. En toutes circonstances, il est censé assumer ses fonctions fondamentales sans lesquelles il cesse d'être l'État. Et à l'observation, l'État semble avoir disparu en matière de promotion et de protection des droits des travailleurs au Cameroun. Ce rôle ne lui incombe pas tout seul, certes. Mais comment comprendre que dans bien de cas au Cameroun, l'État semble
jouer contre le respect des droits des travailleurs. Depuis 1992, le Code du travail trace les grandes lignes du cadre juridique qui régit les rapports entre l'employeur et l'employé pour les travailleurs relevant du Code du travail. Dans cette logique, des dizaines de conventions collectives ont été signées au Cameroun. La convention collective est un accord permettant de régler les relations entre les employés et les employeurs, soit d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, soit d'une ou plusieurs branches d'activité. Mais au Cameroun, la plupart des conventions dûment négociées et signées sont ignorées pour un bon nombre, ou au minimum, appliquées à la tête de l'employé. La Convention des travailleurs de la presse depuis 2008, la Convention collective du secteur portuaire, la Convention collective nationale des hôpitaux de première catégorie et autres établissements publics de santé, la Convention collective nationale du commerce, pour ne citer que celle-là. Textes violés pour la plupart par les employeurs avec la complicité, au moins implicite, des pouvoirs publics, lesquels laissent les travailleurs ainsi broyés par les patrons esclavagistes dont le seul but, et le plus souvent, c'est la recherche effrénée du gain. Conséquence, les salaires de catéchie sont servis aux employés lorsqu'ils arrivent à la fin du mois. Face à cet État qui broie ses fils et filles, il n'y a que la constitution de syndicats forts et courageux pour arrêter cette saignée au plus vite. Allons-y. Alors, c'est une question, ma foi, importante, parce que ça nous plonge dans ce que le Cameroun a de plus nauséabond et de plus nauséeux. C'est-à-dire les conditions des employés, leurs conditions au pluriel, parce que c'est important de voir dans quel contexte les Camerounais travaillent. Et c'est pourquoi chaque fois ici, lorsqu'on évoque des sujets, nous faisons toujours référence au gouvernement et à ceux qui nous dirigent, parce que cela est l'émanation d'un système global. Et je me suis souvent érigé en, on va dire quoi, en combattant, en cinquième colonne contre ceux qui jetaient clairement la responsabilité totale sur la tête des employeurs en disant clairement que c'est chez eux qu'il faut aller chercher le problème. Non, on a toujours pensé que le problème est plus haut que ça, c'est un pays, et un gouvernement doit protéger ses citoyens. C'est un minimum sur lequel on doit s'entendre. Et lorsqu'on doit protéger ses citoyens, l'État qui a le monopole de la violence légitime doit donc mettre en branle ses muscles, vous voyez, les muscles de l'État, pour donc faire en sorte de faire imposer et faire respecter aux employeurs, à ceux qui créent des entreprises, les règles qui sont celles qui doivent être respectées. Donc, de ce point de vue-là, on part de plus haut pour arriver à un certain niveau. Bon, Obegan, sur cette question, comment, justement, avec vous, comment on en arrive là? Justement, je vais à votre suite. Ça commence par ce qu'on a appelé à tort, je dis bien à tort, la session dite des libertés de l'Assemblée nationale de décembre 90. Il fallait refaire tous les codes, vous parlez sur les associations et tout, mais le gouvernement a fait exprès d'oublier de préparer un projet de loi sur les syndicats. Ça n'existe pas de projet de loi sur les syndicats. La conséquence logique, c'est donc qu'à partir de 92, ou avec le nouveau code du travail, il se trouve qu'il y avait une entreprise ici. Je pense que vous avez entendu parler de machines Matendal. Voilà, mais sauf que l'entreprise qui fabriquait les Matendal n'existait plus. Ça s'appelait Société Camerounaise de Métallurgie. C'était à côté de IPD. On licencie les délégués du personnel. Donc ce que fait le docteur Ntoné n'est pas nouveau. Donc là, on peut licencier les délégués de personnel sans ménagement. Ça a été fait pour ces entreprises-là. Il se trouve donc en 93
et vous avez raison d'interpeller l'État, cela on en est vif. L'État fait un décret d'application, mais au lieu de faire une loi pour les syndicats, comme il en a pour les associations, des partis politiques, on fait plutôt un décret qui montre comment on peut avoir, comment je vais dire ça, comment on peut créer un syndicat. Oui. Par ce décret-là, vous allez, on vous dit comment 20 personnes peuvent aller au greffe du travail, ministère du travail et tout ça. Et d'ailleurs, j'ai interpellé le premier président de la Cour suprême par rapport à ça, lors de la rentrée de la magistrature de 2018. Est-ce que ça m'avait offusqué et Donald Brice l'a relevé tout à l'heure. Le premier président de la Cour suprême interdit aux employés de faire grève. Ce n'est pas possible. Donc, vous pouvez avoir des arriérés de salaire, mais il vous interdit de faire un mouvement pour dire qu'il faut prévoir la priorité sociale, les syndicats. Non. Au lieu d'interpeller, parce que lui, il est du pouvoir judiciaire, au lieu d'interpeller et même de critiquer l'exécutif dans sa manière de faire, et vous l'avez dit, dans sa manière de faire, en disant que nous voulons, pour qu'il y ait une justice sociale, nous ne voulons plus, les tribunaux sont inondés des affaires telles, des employés, ceci, c'est une presse qui n'est pas, ainsi de suite. Vraiment, nous interpellons l'exécutif pour qu'il y ait une loi claire pour les syndicats. Non, il ne le fait pas. Il s'accommode avec le mauvais fonctionnement du pouvoir exécutif. Et ça me gêne. Donc, comment renforcer je vais revenir au terme de l'époque, avec Karl Marx, le prolétariat, la classe ouvrière qui aujourd'hui se trouve abandonnée par la bourgeoisie. Justement, c'est seulement, il y a la seule, j'allais dire, action à mener, c'est le réveil des citoyens. Le réveil des citoyens, mais bon, comme aussi la pauvreté fait qu'on ne dit pas, Jean-Marc Ella fait un livre là-dessus, Afrique, l'irruption des pauvres, des sociétés contre ingérence, pouvoir et argent. Et là, vous qui parlez de femmes, il a dit comment s'inspirer de femmes, de l'organisation des femmes. Mais malheureusement, les femmes elles-mêmes ne savent pas là où elles détiennent le pouvoir. Donc, si vous lisez ces livres, Afrique, l'irruption des pauvres, donc, ça va faire que le corps social sera obligé de se mettre en mouvement en disant, mais nous ne voulons plus. Il y a eu un semblant en février 2008. Mais regardez, la réponse du chef de l'État était que les apprentis sorciers, comme on pense toujours qu'il y a un homme politique mal intentionné derrière qui voulait, non. Mais lorsqu'il y aura ça comme une clameur sociale, je pense que les choses iront. Et surtout qu'il y a quand même une précarité de l'emploi qui fait en sorte que justement ceux qui veulent lever le petit doigt se retrouvent justement mis sous le flanc parce que on peut trouver rapidement le moyen de le remplacer de manière... Oui, absolument. Oui. Encore que cette mauvaise loi de 92 là, qui régit le code du travail, fait que vous pouvez être ingénieur, vous avez bac plus 5, bac plus 7, mais on décide de vous payer 100 000. Voilà. Donc à ce moment-là, même la convention collective qui régit le secteur d'activité à laquelle vous êtes en train d'opérer, et on ne pourra plus l'appliquer. Donc, vous avez raison, c'est l'éveil de la citoyenneté qui peut nous enlever des chaînes de ce que Jean Ziegler appelle les prédateurs. D'accord. Alors, Dominique Audrey, votre analyse se base sur quoi J'aurais bien aimé dans les graines en entier le chapelet de tout ce que subissent les travailleurs au Cameroun, que ça passe par la santé, le non-reversement des droits, la non-assistance, les salaires minables, parce que vous arrivez parfois dans des sociétés, comme Père Mobok disait, vous avez un cursus scolaire peut-être plus brillant que quelqu'un d'autre, mais vous réussissez à être quand même en dessous de cette personne et avoir un salaire vraiment qui laisse à désirer. On se demande comment est-ce que sont réglementées ces histoires-là. On ne sait pas trop. Non, c'est au gré à gré. Vous êtes ingénieur, le patron peut vous dire, je vais vous payer comme un capiste. Et comme vous n'avez pas le choix, et là, incriminer l'État du Cameroun, puisqu'on n'a pas d'emploi. Aujourd'hui, on a des Camerounais qui sont obligés de prendre ce qu'on leur donne, malheureusement. Oui, parce que l'État n'a pas mis en place des conditions. Mais il y a un ministère. De faire en sorte qu'il y ait du travail. Moi, j'ai eu envie de m'interroger, à quoi sert le ministère du Travail et les nombreuses descentes qu'il fait dans les entreprises? Parce qu'en réalité, si on va vraiment dans certaines entreprises, vous allez vous rendre compte que les employés là-bas étouffent. Ils étouffent, mais après la visite du ministre, il va passer devant les caméras, il vous dira « Non, tout va bien ». Non, mais le ministre avait donné le ton.
lorsqu'il avait justifié notre SMIC à 36 000. Non, c'est clair. Maintenant, j'avais juste oublié. J'avais juste oublié. Moi, j'ai le problème avec les licenciements. Les licenciements abusifs qu'on vit généralement. Dernièrement, c'était, je crois, dans le Mungo, on a eu une entreprise avec des employés qui sont descendus dans la rue, qui se plaignaient. Peu de Camerounais aujourd'hui savent que lorsqu'on vous licencie avant le terme du contrat, on doit vous reverser des droits. Peu de Camerounais le savent. Et c'est pour ça qu'il est important que chacun apprenne dans ce qui le concerne, quels sont ses droits, de ne plus se laisser marcher sur les pieds. Si quelqu'un vous renvoie avant le terme d'un contrat que vous avez préalablement signé, il doit vous compenser. Et malheureusement, dans les entreprises aujourd'hui, on ne signe pas de contrat. Quelqu'un va vous prendre comme ça, il va vous dire, je vais vous donner ça et basta, c'est fini. Voilà. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, malheureusement. Donc l'État a un devoir de contrôle, de régulateur. Parce que même dans les entreprises étrangères ici au Cameroun, M. Fopoussi, je vous promets qu'aujourd'hui, ils sont en train de travailler de telle sorte que les contrats que vous avez signés, qui font qu'on doit vous indemniser en cas de renvoi, maintenant même on ne vous paye plus. Tous les jours, ils font signer des contrats aux employés, tous les jours, de telle sorte qu'après vous vous en sortez perdant. Regardez par exemple, il y a des entreprises où aujourd'hui on prend des gens à l'essai. En principe, on est censé vous donner une certaine rémunération. Et maintenant, dans certaines entreprises multinationales, on ne vous en donne plus, malheureusement. Donc je me dis que l'État a un devoir, surtout pour les entreprises étrangères, de contrôle et de regard sur ces entreprises-là. Karine, votre analyse? L'État doit protéger ses citoyens parce que tout compte fait, les citoyens travaillent pour l'État, qu'ils soient un employé du privé ou du public. Ce qui nous interpelle aujourd'hui nous renvoie aux années 80, avec la crise économique et la fermeture de plusieurs entreprises qui a entraîné à la précarité. On se rappelle qu'à cette époque-là, il y a eu des licenciements abusifs et le respect du droit des travailleurs a été réduit à plus de la moitié parce que les travailleurs étaient à la recherche de l'emploi, étaient capables d'accepter tout juste pour garder leur poste la plupart du temps. Et vous voyez que pendant que certaines entreprises diminuaient leur personnel sans donner les dédommagements, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, au licenciement, il y en a qui gardaient les travailleurs, mais les contraignaient à des tâches encore plus difficiles. Un travailleur pouvait faire 3 à 4 tâches qui n'étaient même pas parfois de son ressort. Mais ce qui m'interpelle aujourd'hui au Cameroun, c'est le fait qu'on pense que le citoyen qui ne parle pas ne sait pas ce qu'il a à faire. Parce que depuis la législation du Code du travail au Cameroun en 1992, les choses se sont compliquées. Ce n'est pas comme si le travailleur a encore eu plus d'opportunités. Au Cameroun, quand vous parlez de médecin du travail dans une entreprise, on vous prend comme un fou. On vous prend comme un idiot parce que ça n'existe pas. En fait, les gens ne savent même pas ce que c'est qu'un travailleur a besoin de vivre loin du stress ou encore que les travailleurs ont besoin d'être suivis. Le poste, par exemple, de responsable des ressources humaines au Cameroun, on pense qu'il s'agit de quelqu'un qui recrute des gens, mais il ne s'agit pas que de ça. Il y a des gens qui sont censés travailler pour le mental des travailleurs. Vous vous asseyez dans une entreprise, par exemple, et vous êtes constamment foussé, par exemple, par votre supérieur. Et lorsque vous voulez même parler, c'est le licenciement, c'est des menaces, c'est du chantage. Parce que vous savez que vous avez besoin de vivre, de survivre, vous êtes capable d'accepter tout et de n'importe quoi. La précarité de l'emploi. La précarité de l'emploi. Parce que le peu qui existe, on veut le protéger. Parce qu'on sait que si on blague, on n'aura plus. Quitte à rentrer dans l'informel. Parce que je me dis, peut-être qu'au Cameroun aujourd'hui, ceux qui vivent mieux sont ceux qui font dans l'informel. Parce que ceux qui attendent un salaire à la fin du mois sont marginalisés. Ils sont traités comme des moins que rien. Malheur à vous si vous êtes dans une entreprise qui est une entreprise qui fonctionne comme je m'en fous, qui fonctionne dans le je m'en foutisme. On ne vous gérera pas, encore si elle a ses tuyaux au ministère du Travail. D'ailleurs, vous pouvez vivre avec 36 000 francs. Alors, Donald. Alors, tout est dans la précarité de l'emploi qui est à peu près l'une des principales sources du problème parce que le système de couverture sociale et de protection même des syndicats dont on parlait tout à l'heure a beaucoup de lacunes. Vous voyez qu'il est très facile de reprimer même les délégués du personnel. C'est vrai qu'il y a des dispositions du Code du travail qui les protègent à un niveau minimum, mais vous voyez quand même ces dispositions minimales ne sont pas respectées, sont violées. Les moyens de régulation comme
l'inspection du travail, si vous avez un licenciement abusif, une suspension de salaire, et que vous allez voir l'inspecteur du travail, l'inspecteur du travail parfois est en complicité, est de mèche avec le patron d'entreprise, du coup c'est compliqué. Vous avez une justice, si vous estez le patron en justice, parfois ça prendra 1-2 ans pour que la décision finalement soit rendue peut-être en votre défaveur. Et évidemment que dans ces conditions-là, les syndicats, pour ceux qui ont le courage d'en créer, ne fonctionnent que de façon approximative. Et il y a aussi également l'absence de culture syndicale. Peut-être parce que la pression est très forte, c'est également l'une des raisons. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important de retenir lorsqu'on aura terminé avec cette affaire, c'est de comprendre comment un État protège ses citoyens. Et lorsqu'on parle là, on part du principe que lorsque quelqu'un veut créer une entreprise, on doit pouvoir savoir effectivement quels sont les objectifs de la personne lorsqu'elle pense créer une entreprise. Mon Dieu, bon sang. Parce que lorsqu'on laisse n'importe qui créer des entreprises, vous ne savez pas ce qui se cache derrière l'idée de ces gens d'entreprendre en réalité. Et dans un monde comme celui-ci où le capitalisme exploite toutes les failles et les fissures du système, donc les capitalistes vont donc profiter d'un laxisme de l'État pour justement se faire de l'argent, se faire du beurre. C'est vrai qu'on va aussi parler au Cameroun du climat des affaires qui n'est pas toujours au niveau, parce qu'après, il faut voir si les entreprises sont rentables, si elles parviennent à gérer leurs bons de commande, s'ils ont des bons de commande d'ailleurs, il faut bien voir tout cela. Et c'est l'environnement économique qui permet de garantir tout ceci et la tout sécurité cela. de l'emploi. Parce que tant qu'il n'y a pas un environnement, et beaucoup de jeunes, quand on parle de ça ici, beaucoup généralement ne voient pas le lien qu'il y a avec leur emploi. Ça veut dire que dans un pays où l'économie est au beau fixe, où le climat des affaires est au beau fixe, où les investisseurs arrivent en grand nombre, la conséquence directe, c'est que vous avez beaucoup d'emplois. Ça veut dire qu'un Camerounais a le choix sur 5-6 emplois. Oui. Hein? Un Camerounais, ça veut dire que vous êtes... Il y a des pays où, l'Allemagne par exemple, il y a des pays où par exemple, vous avez le choix entre 10 emplois. On vous supplie de travailler parce que vous avez le choix. Mais au Cameroun, déjà avoir un emploi est un calvaire. Quand vous l'avez, on vous soumet à des conditions. Vous vous sentez peut-être à un moment donné obligé de tenir. Donc, tout cela a un lien avec la vitalité de notre économie. On va s'arrêter là, madame, monsieur, et prendre congé de vous pour quelques minutes seulement. Dans un court instant, nous sommes de retour pour la deuxième partie. Restez avec nous. Pour l'histoire du jour, le travail nous éloigne du vice, de l'ennui et du besoin. Donc cette fille de 25 ans se concentrerait sur son travail. Si elle se concentrait sur son travail, elle n'aurait pas eu le temps de penser de cette façon. Et qu'elle retire de sa tête que leur famille est le service des impôts chez qui les copains de sa petite sœur doivent faire des versements. Moi, je reproche leur maman cautionner la vente de son corps, du corps de sa fille pour s'occuper de la famille. Ce n'est digne si cette maman permet cela. En même temps, on n'a pas mentionné qu'elle vendait son corps. Hein. Elle a un petit copain qui s'occupe d'elle. Elle a des petits copains, vous avez dit. Oui, mais Vous n'avez pas dit ça un la petit prostitution. copain. Maman, Non, je suis La désolée. prostitution, c'est quoi? Avoir plusieurs petits copains, c'est être prostituée désormais. C'est donc Non, moi quoi? je savais pas. Dites-moi. Oui, c'est avoir plusieurs petits copains, c'est Oh, être. qui vous on entretient? vous assimile à une prostituée. Mais qui vous entretient? Oui. Ça veut dire que nous. Qui tout à vous l'heure, entretiennent? Attention. Ça veut dire qu'on a tout. J'ai lu un débat. Non, attention, ce que vous dites, Dominique Audrey. C'est pas. Non, ce que vous dites. On peut pas traiter cette fille de prostituée simplement Si. parce qu'elle a Non. 2 petites amies ou 3. En tout cas pour Elle moi. devrait en avoir autant. Oui, pour vous, oui, Pour mais pour moi, la société, c'est quoi? Oui, peut-être. Non, mais Dominique Audrey, ce que vous dites est un débat qui a eu hier sur Twitter. Vous savez, je lis beaucoup sur Twitter. Et il y a une jeune femme féministe, soit dit en passant, qui s'est offusquée de ce que lorsqu'un homme a plusieurs aventures, on ne le traite pas comme quand une femme a plusieurs hommes à sa main. Et donc, il y a un monsieur qui a répondu, je trouve que sa réponse est très intéressante. Il dit, tout part de comment est-ce qu'un homme a plusieurs relations avec les femmes. Et comment une femme a plusieurs relations avec les hommes. Généralement, et ça vous le savez, les femmes qui ont ces relations avec les hommes sont des femmes qui y tirent des revenus. C'est-à-dire, aucune femme n'imagine que elle est avec vous
et que vous et qu'elle paye votre pot par exemple. Elles vous ont donné tous les mots. Donc c'est vous qui devez payer tout et tout. Donc ça veut dire qu'elle va prendre ici. La galanterie. Non, elle va prendre ici un peu d'argent, elle va compléter un peu d'argent ici et ça. Donc, et je trouve que c'est assez intéressant. Il faut qu'on s'arrête à un moment donné et qu'on réfléchisse. La femme est le centre de l'humanité. La femme, c'est la mère de l'humanité. Oui. C'est pourquoi on est plus exigeant avec la femme. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, à un Je moment comprends donné, mieux. oui, à un moment donné, une femme qui a plusieurs petits copains, je vous dis sincèrement, d'ailleurs, c'est pourquoi, bon, porter dans la grossesse de 3 ans en même temps. Oui, parce qu'à un moment donné, oui, ils sont logiques. Parce que même Dieu a tranché le débat. Pour que ce soit un homme. Oui, mais porter dans la grossesse de 3 hommes en même temps. Même dans les tribus, il y a la polyandrie. On exige aux femmes de présenter seulement un seul mari pour la grossesse en question. Même là, non, nous avons 4 pays qui admettent la polyandrie. Pensez pas que non. Le Brésil, non, c'est le Paraguay avec la tribu Hachi. La RDC à côté, la tribu qu'on appelle Bachilele. Bachilele, la RDC à côté. Nous avons la Chine, la tribu qu'on appelle le Mosuo. Et nous avons le Népal, la tribu qu'on appelle les Treba dans au Tibet. C'est les 4. Mais même là-bas, on n'admet pas que la femme soit frivole. Qu'elle s'affiche. Qu'elle soit frivole. C'est-à-dire tu dois être en mesure de dire que la grossesse que je porte, c'est telle. C'est telle. Avec exactitude. Oui, avec exactitude. Bah oui, parce qu'après, il faut bien qu'on se rende compte qu'il y a des femmes qui malheureusement ne savent pas qui est le père. Parce qu'après, ils disent que ça peut être celui-ci. Non, mais le même jour, j'ai fait telle Avec chose. l'autre aussi. Avec l'autre Donc, aussi. Oui, moi je dis que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on la traite de prostituée parce que je ne vois pas ça comme de la prostitution, même si beaucoup de personnes peuvent trouver à redire sur le fonctionnement, sur les choix. Le choix qu'elle donne à sa vie. Mais pour moi, non, c'est pas de la prostitution. Pour vous, mais pour la société, c'est la voilà le pointage. Donc, en fait, elle gagne de l'argent. À moins que vous me disiez que dans l'une des relations, elle entretient l'un des hommes. Non. Comment, à 21 Même ans, si elle ne prend pas de l'argent auprès d'un de ces hommes, elle est sapac, elle est prostituée. C'est comme ça, une femme. Oui, ma vie, c'est ça le regard de la société. C'est le mot que la société a choisi pour ce genre de femme. Sapac. Elle est sapac. Elle est sapac. Voilà, tout à fait. En réalité, c'est comme ça. C'est pourquoi même quand un homme est gigolo, on dit des gigolos. Oh, absolument. C'est clair. Quand un homme est Non, mais la société est claire là-dessus. Quand un homme est gigolo, il est gigolo et il est en marge de la société. On les met en marche, vous Bien sûr. croyez? Oui, bien sûr. Vous pouvez faire confiance à un gigolo. On va vivre dans le Cameroun. Mais oui, mais je pose la question. Non, mais je veux dire qu'à partir d'un moment où un homme est reconnu par la communauté comme étant un homme qu'une femme entretient, il perce la valeur d'homme. Alors, c'est ça, non? Alors, ok, que voulez-vous en plus? Karine. Alors, si vous pouviez imaginer ce que vivent les travailleurs au Cameroun, précisément à Yaoundé, c'est minable. Vous voyez des gens qui travaillent de 12 heures à 14 heures par jour, 12 heures à 14 heures par jour pour 35 000 francs. Et ils sont frustrés, insultés et licenciés s'ils tentent de revendiquer ceci sans indemnisation. Vous voyez des patrons qui ne tolèrent pas de voir leurs employés avec des véhicules, car pour eux, ils doivent vivre dans la misère. Que fait Grégoire Oona à ce ministère du Travail? À quoi sert-il au gouvernement? D'ailleurs, il a dit les Camerounais peuvent vivre avec 36 000 francs. Mais lui, on le voit dans les meetings farotés, ce même 36 000 francs pour un rien, juste pour la campagne. Néanmoins, la CNPS également a sa part à jouer, car il devait veiller à ce que chaque entreprise aligne ses employés. Mais bon, nous sommes au Wandafokistan. Ça, c'est Fred Kodia. Et vous avez raison de dire ça parce que la France est en train de s'enflammer en ce moment sur la question de la réforme des retraites. Absolument. Oui. Alors, ma camarade de 21 ans, à base de sa souffrance, de la souffrance de sa grande sœur, se méfiait. J'ai eu des grandes sœurs qui aimaient bien le désordre, mais j'ai jamais essayé de suivre leurs traces. Au contraire, je leur sers de souffrance. Je me sers de leur souffrance pour pouvoir mieux vivre. Ah, c'est Sorel Tinda qui a écrit ce message.
Mais Alors, elles sont rares. Voilà. Qui Alors- acceptent souffrir, vivre par leurs moyens. Ça, c'était parce que j'ai dit que l'exemple souvent vient des aînés. Oui. Oui, c'est justement, oui, pourquoi il justement. répond que c'est Oui. rare de voir une situation où justement vous avez un aîné qui est voilà comme il est, et malheureusement il y a une forme de loi de série qui arrive maintenant. Il y a des cas où justement Exception. des cas d'exception qui confirment cette règle-là. Par exemple, écoutez, moi chez moi par exemple, j'ai été obligé et on m'a formé comme ça, étant l'aîné, de toujours être bon à l'école. C'est-à-dire de faire en sorte que je n'échoue jamais pour que ceux qui me suivent, voilà, n'aient pas cet exemple-là à suivre. Bien fait, voilà, il y a quand même trop d'exigences, et c'est réel. Parlons Oui. de la colère de Donald Brice. Laissez-moi vous dire que je suis une des victimes. J'ai été licenciée abusivement depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. La justice est incapable de trancher l'affaire. Ceci après que mon employeur ait refusé de signer le procès verbal de l'inspection du travail. Vraiment, j'ai pitié de notre jeunesse. Ça, c'est Salif Keïta qui a écrit. Des cas comme ça, il y en a des centaines. L'État est premier assassin des travailleurs au Cameroun. Fussent-ils fonctionnaires ou privés? Comment vont-ils mettre pression aux privés si eux-mêmes négligent les travailleurs sous leur tutelle? Ah, c'est Charlie et Tondi. Voilà, autant le dire. On va lire un dernier message, hein, c'est bien Par envoyé. rapport à la colère du jour, on s'interroge sur le rôle des inspecteurs de travail. On les voit juste quand il faut faire un simulacre d'inspection et d'empocher leur chèque. Vraiment, ça ne vaut pas la peine. Nos conditions de travail sont exécrables. Pour la rémunération, n'en parlons plus vraiment. Ils nous font déprimer car nous ne savons plus à quel sang nous vouer. Bon, on est arrivé à un niveau où on s'en remet juste à Dieu. Il faut s'inscrire dans les Lionel syndicats. Tagny. Évidemment que la répression va s'abattre sur vous, mais évidemment, le prolétaire, s'il ne se bat pas, il sera éternellement prolétaire. Éternellement. D'accord, très bien. On va s'arrêter là pour les messages, hein, et avec vous, Karine, faire la revue des réseaux sociaux. Oui, dans le cadre Oui. de la revue des réseaux sociaux, on a deux sujets. Le premier concerne le lycée de Bagno où des élèves ont été convoqués par le commissaire de sécurité publique pour refus de balayer. Ça, c'est l'explication qu'a donné les proches de ce commissariat. Alors, on nous dit que dans cet établissement-là, dans cette localité, le sous-préfet a décidé avec le commissaire de faire un tour dans les établissements de cet arrondissement-là. Et pendant ce tour, il a remarqué quelque chose et il a décidé de convoquer les élèves de cette école. Ils sont au nombre de 7. Mais il fallait bien un motif, raison pour laquelle il a mis délinquance, mais entre parenthèses, refus de balayer. Donc les élèves ont été convoqués juste pour des conseils. Juste pour recevoir des conseils. Non, mais dans ce pays, il y a des mélanges de genres. Vraiment, Mélange de genres. il y a des mélanges de genres. C'est tout le monde qui fait tout. C'est tout le monde qui veut empiéter sur le territoire de tout le monde. Et finalement, on ne sait pas qui fait quoi et qui doit faire quoi. Du moins, on sait, mais il y a cette cacophonie qui est organisée. On le voit avec le gouvernement camerounais. Le cas tout récemment du ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean de Dieu Momo, qui a remis le passeport de Longuet, et on s'était interrogé ici, à raison de savoir est-ce que c'était dans sa compétence, dans ses attributions, de faire cette action-là, et justement à l'occasion d'un meeting où Longuet chantait et autres. Donc on s'est posé la question de manière vraiment tout à fait... Et il allait plus loin, parce Oui. qu'il a dit que maintenant il reste le passeport du Canada. Donc, il Non, le fallait- visa. Voilà, le visa du Canada. Voilà. Donc vous La voyez liste très n'est bien. pas terminée. Vous voyez très bien que quand on a ce type de cas qui se présente et que l'éducation, le domaine, le secteur de l'éducation est autant touché par ce phénomène, on se demande. Il y a, vous le dites, c'est pour conseiller les enfants, mais convoquer déjà une personne adulte dans un commissariat, ce n'est pas une chose facile. Je vous raconte une petite histoire qui s'est passée la semaine passée. Je reste à midi, mon téléphone sonne, un bonhomme se présente, je suis monsieur Fopoussi, je suis l'inspecteur tel. D'abord, je dis, mais attention. D'abord, attention. Vous voyez, je commence d'abord à réfléchir que, attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Il dit, mais j'espère qu'il n'y a pas de convocation. Il dit, non. J'appelle parce que j'ai un problème, je subis une injustice. Ah, il dit, ok, d'accord. Ça me rassure. Cela, ça me rassure. Donc, c'est un traumatisme pour les enfants. Alors, Bombok. Oui, et si vous l'avez dit, à quoi sert, j'allais dire, les réprimandes d'un commissariat, tout un commissariat pour un lycée, dans le lycée de Banyo. C'est vraiment du n'importe quoi. Oui. C'est le chef d'établissement qui est le patron de ce qui se passe dans l'établissement. Le sous-préfet ou le commissaire de sécurité publique de la ville peuvent interpeller le responsable provisoire du dit lycée en lui disant que il nous a été de constater que les élèves peut-être sont dans ci, dans ça. Mais là, on parle de balayer la salle de classe. Balayer une salle de classe. Ça, c'est le rôle, c'est le surveillant général qui s'occupe de la discipline. Ça veut dire qu'en fait, le commissaire de police et le sous-préfet de la localité veulent, j'allais dire, opposer leur commandement à tout le monde, même dans ce qui ne les concerne pas, au premier chef. Ça, c'est vraiment de l'abus d'autorité. C'est l'abus d'autorité qu'il s'agit. Et il ne faut pas justement que ces choses arrivent, parce que finalement, ça veut dire que le chef d'établissement, le proviseur, le surveillant général et les censeurs, eux ne servent à rien. Ils peuvent donc venir décider de tout ce qu'ils veulent et tout. Maintenant, ce que moi j'aimerais qu'ils fassent, c'est qu'on regarde s'il n'y a pas d'enseignants dans ce lycée. Et si au commissariat, s'il y en a qui ont des aptitudes à venir faire un complément d'effectifs, des enseignants qui manquent, comme là on fait les gars de Bir dans certaines localités à l'extrême nord, où tout le monde a fui, les gens ont fui le village, et les gens de Bir, il y en a qui ont eu leur diplôme d'instituteur d'enseignement général, ils sont venus enseigner. Donc, ça, et pourquoi est-ce que sont-ils prompts à venir donc enseigner? Il manque un professeur de mathématiques ici, et peut-être ils ont un bac C ou plus, ils ont tel diplôme pour dire à l'association des parents d'élèves et au proviseur que non, moi, j'ai mes compétences en attendant que le ministère envoie, puisqu'ils appartiennent au même gouvernement, je peux compléter. Même à ce moment, étant là-bas comme commissaire de police et enseignant, il est sous l'autorité du proviseur. Donc, il ne peut même pas convoquer un enseignant au commissariat pour lui faire des remontrances, surtout pas pour ne pas convoquer les élèves. Non, ça, quel autre motif farfelu on pourrait retrouver? On vous convoque au commissariat pour défaut de devoir fait? Oui, absolument, ça va arriver à ça. Pour avoir raté une table de multiplication. Pour absence à la levée de couleur. Voilà. J'ai lu un article. Ou bien coiffure. Justement, il y a une photo qui circule abondamment sur les réseaux sociaux. Moi, je me désole que vous n'ayez pas pris cette photo. Hein. Où on voit. Est-ce que c'est pas un montage? Non, je ne sais pas. Non. On est en train de vérifier si c'est pas. un montage? On n'a pas encore authentifié les photos. C'est pour ça que je les ai pas prises. Donald, oui. Alors, le maillot bagno, il me semble que c'est dans la Damawa. Vous savez, dans les zones reculées, le haut est régulier, est constant. C'est-à-dire qu'une personnalité peut vous rattraper là et vous dire, bon, cher monsieur, venez là. Est-ce que vous êtes mal habillé ici? Il vous envoie à la brigade et puis vous faites 3 jours, 1 semaine là-bas. Oui, mais l'autre chose maintenant, lorsque les policiers se retrouvent au bar en tenue, on fait qui peut les interpeller en disant que vous avez la tenue de l'État, sortez des bars. Non, plus sérieusement, c'est un abus d'autorité, on l'a dit. Mais c'est intéressant que ce soit dans le maillot parce que la Damawa, depuis 2 à 3 ans par là, vit une série de kidnappings, d'enlèvements en raison de l'insécurité, notamment à la frontière avec le Nigeria voisin. Le commissaire de sécurité publique qui fait venir, qui convoque les élèves pour défaut de balayage de salle de classe, je pense qu'il doit davantage travailler pour le renseignement. Fournir le renseignement à la gendarmerie qui est chargée de la lutte contre les kidnappings, les enlèvements et les demandes de rançon. Mais est-ce que pour vous, c'est la véritable raison? Est-ce qu'il n'y a pas une raison cachée derrière? Pour moi, parce que j'ai du mal à croire qu'on puisse convoquer des enfants et des parents pour défaut d'avoir balayé la classe. Moi, je ne pense pas. Je me dis qu'il y a eu
quelque chose, il y a eu une information, que quelque chose se trame dans cette école. Vous savez qu'on a eu une vague de violence. Je parle. Oui, on a eu une vague de violence dans les établissements scolaires et peut-être que c'est d'abord préventif pour ce commissaire-là, dans cette localité-là aussi. Ou alors peut-être qu'il a eu vent d'une information pareille et après sa tournée dans ce lycée-là, il a constaté quelque chose et il aimerait être face à ses élèves pour leur en parler. Mais vous savez que déplacer des enfants dans un commissariat, ça fait peur, comme vous avez dit, même pour les adultes. Il fallait une raison assez confortable pour que les enfants sachent qu'il n'y a pas quelque chose de grave à les réprimer. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même regagné leur salle de classe depuis. Moi, c'est lui qui vient sous l'autorisation du chef d'établissement. Comme une journée de sensibilisation. Non, il en parle au chef d'établissement. Qui donne l'autorisation express. Il vient donc, il peut dire. Article 27, je crois. Voilà, la le loi de proviseur lui dit, 98. voilà, il a des problèmes de matière de sécurité, peut-être le mauvais comportement des élèves et tout, mais ce n'est pas balayer la salle de classe. Maintenant, s'il balaye la salle de classe, il a constaté dans ses renseignements qu'il y avait de la drogue, qu'il y avait les armes blanches et des choses comme ça. Il peut leur dire, si vous arrivez dans temps, saisissez, faites ci, voilà un type de comportement. Vous pouvez avoir des obus. Dans la salle de classe, on a vu des enfants qui s'amusaient avec des grenades, des choses, voilà. Mais s'il y a donc ça, et je pense que le colonel à la retraite, il a d'ailleurs été colonel commandant de la gendarmerie, de la Légion gendarmerie du littoral, Bobo Ousmanou, il a fait des articles dessus, dans la presse pour interpeller les forces de maintien de l'ordre par rapport à leur comportement, notamment pour la région de la Comment le document de convocation a pu se retrouver sur la toile? Certainement un parent. Un parent. Ou même un enseignant qui s'est l'article que j'ai lu mentionne que les parents également étaient convoqués et que le responsable de ce commissariat de sécurité a refusé de se prononcer, mais tout de même qu'il y aurait des rumeurs qui parlent d'un ordre reçu du préfet de cette localité-là. Maintenant, moi j'ai envie, honnêtement, je vais vous dire que moi je ne vois pas tant que ça de mal à ça, à ce qu'on convoque les enfants là-bas. Parce qu'il m'arrive parfois de regarder un documentaire des États-Unis là-bas où des enfants récalcitrants vont travailler dans des prisons. Vous avez, puisque là-bas chez eux, à 12 ans, vous avez un enfant qui est dealer déjà, qui consomme de la drogue, qui vend de la drogue, qui vole et tout. Donc ces enfants récalcitrants-là, on les met dans l'univers carcéral pour qu'ils voient à quoi ils s'exposent en faisant ce genre d'activité. Pour moi, lorsqu'on a des enfants récalcitrants, comme on dit généralement qu'on envoyait dans des champs, travailler des champs, peut-être c'est une manière pour pouvoir tuer, je ne sais pas s'il doit dire mauvais esprit, mais l'esprit de rébellion qui tente de gagner ces enfants-là. Peut-être la procédure n'est pas la bonne, mais cette intimidation-là, pour moi, peut avoir un certain impact. Les établissements scolaires sont des cadres inviolables. L'intervention de la police et des unités de sécurité ne se font que sous autorisation expresse des chefs d'établissement ou lorsque celui-ci est défaillant. On ne peut pas convoquer des... Cet établissement a quand même un surveillant général. On parle de conseil pour les conseiller. Non, il n'a pas le droit. Ce que vous appelez, il y en avait ici. Il y avait ce qu'on appelle centre de réinsertion à Bepanda. Il y en avait des plus récalcitrants à Betamba. Dans le Lombam. Dans le Mamenougou. Donc ces centres ont existé. Et je pense même que le génie militaire a été réquisitionné pour aller réhabiliter ce centre. Et ce sont donc il appartient justement au chef d'établissement d'apprécier le climat au sein de son établissement. Aux États-Unis, un enfant de 9 ans prend l'arme de son papa et vient tirer sur ses camarades. Nous ne sommes pas encore... Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario qui montrerait que ces enfants peut-être, je ne sais pas... sont des espions? Non, pas ça. Qu'il y a quelqu'un dans l'établissement qui a dû contacter le préfet pour lui dire que non, c'est très grave, nous sommes ici en face d'enfants violents qui refusent de nettoyer leur salle de classe et qu'on a tout fait ce qu'on pouvait faire, ils ne respectent pas nos injonctions. C'est possible. Est-ce que le fait de ne pas nettoyer sa salle de classe, c'est être violent? Non, bon, nettoyer la salle de classe, je crois que c'est une image, c'est simplement une image. C'est écrit noir sur blanc, vous êtes dans une image. Non, si on dit des enfants récalcitrants, je me dis qu'on utilise juste balayage de salle de classe pour adoucir le truc. Je me dis qu'il y a quelque chose en fond
Le Cameroun, c'est un pays qui nous surprend toujours. Je vous dis que ces gens-là, ils ont écrit, c'est à noir sur blanc. Que balayage de classe. De la salle de classe. Oui, ils ont des faux refus de balayer la salle de classe. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Absolument. On n'est pas là pour spéculer. C'est pas une spéculation qu'on fait. C'est pas ce qu'on nous a dit. C'est écrit noir sur blanc sur le document en question. Donc ce qu'on doit maintenant faire en termes de commentaires, c'est de savoir qu'est-ce qui peut pousser des policiers à s'immiscer dans ce qui relève de la compétence et des attributions d'un surveillant de secteur, d'un surveillant de classe, d'un professeur titulaire ou d'un professeur quelconque. C'est ça qu'il faut. Il y a tellement de hiérarchies. Ça a dû les déborder. Vous pensez que comment ils ont fait pour avoir les noms s'ils ne sont pas passés par la hiérarchie de cet établissement-là? Oui, même s'ils ont dû être débordés, s'ils ont eu l'autorisation du proviseur là-bas, c'est une faute. Voilà. À ce moment-là, le motif n'est plus défaut de balayer la salle de classe. Oui. C'est donc de brigandage, des choses comme ça, ou de menaces de ceci ou de cela, ou abus de violence. Là, à ce moment, on peut interpréter. Et à ce moment-là, ça doit avoir plutôt l'autorisation sur l'institution du chef d'établissement, le commissaire de sécurité publique on sollicite, voilà. Là, c'est le chef d'établissement qui... Hein. Donc, par exemple, ici à Deido, c'est le proviseur, madame proviseur, qui a dit je sollicite les forces de maintien de l'ordre pour, et même l'autorité administrative pour enlever les kiosques qui étaient, et ça a été fait dans le bonheur de tout le monde. En tout cas, le pays ici est très compliqué. Je continue à le dire. Et on continuera à le dire tant que nous aurons des surprises comme ça qui nous arrivent parfois de nulle part pour venir alimenter ou même nous distraire. Parce qu'en réalité, est-ce que c'est vraiment... C'est pas la distraction. Non, ça on distrait. Le Cameroun, non. Le Cameroun est dans l'impasse. L'impasse est politique, économique, et sociale, et culturelle, à tous les niveaux. On ne sait pas par quel bout prendre. C'est ça le problème. Donc, nous parlons de commissariat. Moi, j'ai vu des commissariats où les policiers s'asseyent sur les registres. Et il leur est interdit de faire un syndicat, de créer un syndicat de police. Donc, ils s'assoient sur des registres. Parce qu'il n'y a pas le chaise, voilà, le truc. Il n'y a même pas de dossier. La mousse du chaise est partie. Depuis que tout ça, le dossier, il ne peut pas se dossier, il est là. Malheureusement. Donc, nous sommes dans l'impasse totale dans notre pays. D'accord. On va dans la photo. Alors, on va poursuivre. Oui. Cette information, je vais terminer en vous posant une question, vous, aux téléspectateurs. Cette fois-ci, on parle de Célestin Jamen qui fustige les Camerounais qui sollicitent l'aide des États-Unis pour libérer le Cameroun. Alors, je vais lire un paragraphe de sa publication et vous allez nous dire à la maison à qui est-ce qu'elle est adressée, cette publication-là. Alors, des agitateurs et des pseudo-intellectuels lâchant la proie pour l'ombre, envoûtés par un certain culte de la personnalité et l'hystérie collective, se délectant du superficiel et du bling-bling émotionnel, n'ont rien compris de la vraie révolution et ce faisant, induisent Benoît. Est-ce qu'il digère mal, comme j'ai entendu ici et là, le fait que le MRC ne soit pas allé aux... C'est plus le réel, ça vous réussit. Donc c'est ça la politique. Et ici, il ne faudra que lui-même, faut dire, je me suis adressé à mon leader, au leader de mon parti, je me suis adressé à Keremouna, je me suis adressé à tel. Mais justement, comme il le sait, c'est un homme politique. Il surfe sur tout. Et il ne veut pas tomber. C'est pour cette raison qu'il laisse ça dans cet esprit-là. Voilà, dans cet esprit où rien ne doit être clair. Tu sais que nous, en politique, on peut plutôt mieux pêcher en nos troubles. Donc c'est ça. Donc la politique peut vous réussir en nos troubles. Lorsque l'eau est claire, vous ne pouvez pas. Donc... Sauf que ce n'est pas la première fois que... Oui, mais il va faire jusqu'à obtenir ce qu'il obtient. Mais au moins, il y a quand même un constat qu'on ne peut pas nier. Parce que en science, il y a l'observation. Il y a une observation qu'on ne peut pas nier. C'est que M. Célestin Jamen voulait absolument à tout prix être maire. Et il a jugé ses chances. Douala premier, où il était, ne lui paraissait pas. Conseiller municipal, SDF ne lui paraissait pas. Il est parti, il a choisi Douala 5 parce que justement, il a jugé un certain nombre d'approches qui lui permettent
d'être maire là-bas. Bon, maintenant, pour le moment, ça ne réussit pas. Et il ne peut pas être content de n'avoir pas réussi. Maintenant, au lieu de positionner dans la durée, il ne le fait pas, il commence à éjecter comme ça. Bon, si ça lui réussit, c'est bien. Si ça ne lui réussit pas, c'est là où la politique est il faut voir l'attaque. très violente. Hein. Il dit la vérité peut parfois être dure à avaler, mais elle doit passer. Absolument. Elle peut être dure à avaler, mais elle doit finir par passer la vérité. Ce que j'ai dit, c'est que beaucoup de gens y voient en Célestin quelqu'un qui rumine, on va dire comme ça, sa déception de n'avoir pas été aux élections. Mais sauf que ce n'est pas la première fois qu'il prend la parole, parce que bien avant que le MRC annonce son boycott, il avait pris la parole lorsque Jean-Yves Le Drian était arrivé au Cameroun, lorsque Maurice Kamto avait rencontré Jean-Yves Le Drian. Il avait fait un post, souvenez-vous, incendiaire à cette époque-là. Il avait même dû s'expliquer de manière un peu alambiquée pour qu'enfin on comprenne le sens de son post. Mais en gros, il disait la même chose qu'il dit là maintenant. Il estimait qu'on n'a pas à aller courir derrière un ministre des Affaires étrangères parce qu'il est blanc, parce qu'il est français et tout ça, et qu'on doit commencer notre révolution à partir du Cameroun. Ça, il l'a toujours pensé. Oui, tout à fait. Hein? Tout à fait. Mais le MRC, il dit... Mais qu'ils soient non, mais qui disent que le MRC... Non, en politique, les choses ne sont pas aussi claires. On ne peut pas... Non, c'est une affaire de machisme. En politique, on n'est pas tout à fait clair chaque fois, parce que le milieu politique est violent. Le milieu politique est violent, et Célestin Djamel le sait. Et ceux qui apprennent la politique, les premiers cours qu'on vous donne, on vous dit, les sentiers politiques sont jonchés de cadavres. Donc, en fait, il sait. Voilà. Maintenant sur, ça ne pardonne pas là-bas. Maintenant, sur le fond, ça c'est évidemment. Maintenant, sur le fond, est-ce que il a raison de penser que l'action que mène Maurice Kamto actuellement à l'étranger est une action visant à venir être imposée au Cameroun par Donald Trump? Là, si c'est comme ça qu'il réfléchit, je lui dis, il a tort. Il a tort de penser ainsi. Oui. Parce que la politique, quoi qu'on dise, c'est trois choses. C'est l'histoire. Et l'histoire de la politique du Cameroun est glorieuse. Et je vous rappelais dernièrement que le premier discours de Oumniabo aux Nations Unies en décembre 1952, il avait montré les fraudes électorales. Le nombre de votants était supérieur au nombre d'inscrits. Oui. Ça veut dire que notre histoire est glorieuse, on peut s'inspirer. Et Maurice Kamto lui-même a montré comment la République française a connu des soubresauts jusqu'à arriver à ce qu'on apprécie aujourd'hui. Donc, la politique, c'est aussi le droit. C'est pour ça que nous parlons de code électoral. Nous parlons de code général de la décentralisation. Nous parlons de code pénal, de code civil, de code et tout ça. Alors que je pouvais bien avoir mes femmes sans aller vendre votre code civil. Voilà. Donc, il faut donc que les lois soient utiles. Mais il y a également la diplomatie, parce qu'aucun pays ne vit en vase clos. Tout ça réunit. Mais diplomatie pour qui? Pour celui qui gère le pouvoir, pour celui qui pour tout le monde. Pour tout le monde. Nous avons bien... Mais pourquoi les Camerounais vont étudier au Canada? Pourquoi on a libéré les Français ici, les Camerounais qui avaient la nationalité française? On vous parlait de coopération judiciaire qui est montée, qui est descendue. Donc, en fait, la diplomatie, c'est pour tout le monde. Si l'université de Douala n'avait pas de coopération universitaire avec l'université de Bordeaux, il n'y aurait pas eu des échanges entre les deux. Avant, c'était l'université de Québec-Montréal. Oui. Donc, il y a ça. L'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé a ses relations avec l'école nationale supérieure polytechnique de Toulouse. Donc, voilà, c'est ça. Donc, Kamto a raison, tout comme Kéré Mouna, d'appuyer sur tous ces leviers-là, notamment sur le levier diplomatique. L'Union européenne peut imposer au Cameroun de changer le code électoral. L'Organisation des Nations Unies encore davantage. L'Union africaine également. Donc, de faire... Est-ce que symboliquement, ce serait bien pour le Camerounais de laisser une ingérence extérieure venir décider des affaires camerouno-camerounaises? À ce moment-là, ce n'est pas une ingérence. C'est pas une ingérence. C'est pas une ingérence. C'est que l'Union européenne ne viendra pas en disant au Cameroun, voilà le code électoral. Mais disons, nous sommes en relation. Pourquoi nous appelons l'Union européenne pour construire les forages dans nos villages? Regardez dans tous les 360 arrondissements du pays. Si ce n'est pas l'Union européenne, c'est la coopération française avec le fonds CD2.
Donc ça c'est quoi donc? Si c'est l'Union européenne qui construit, qui nous donne l'eau potable au village. Qui construit même des palais de justice. Même des palais de justice. Oui. Donc en fait, il a tort si c'est cette manière qu'il a vu des choses. Moi je soutiens plutôt la Keremouna, le Kawala. Et je pense même que le code là, avec les ESO, les Gusta et Pagna qui sont depuis des années et que Maurice Kamto est venu porter parce que ne combattons pas. Ce combat a commencé avec les Mongo Betty, les Joseph Sack dans les années 50. Donc le Maurice Kamto continue. Oumniobe lui-même, il a fait. Donc, il a prononcé plusieurs discours à New York. Oumniobe a prononcé plusieurs discours à New York à l'époque, à New York, à la quatrième, comment on appelle ça encore, la quatrième commission de tutelle. Voilà, quatrième commission de tutelle à l'ONU. Donald Brice, quelle est votre vision générale de cette affaire N'Djamène Célestin? Bon, d'abord, moi je prends d'abord le contexte. C'est un post qu'il a fait hier et qui intervient quelques jours après le meeting de Maurice Kamto à Paris, mais également quelques semaines après sa rencontre avec des diplomates américains. Et donc on peut faire un lien entre cette déclaration et les rencontres du président du MRC à l'étranger. Est-ce que lui qui se présente comme, est-ce que Célestin N'Djamène qui se présente comme un panafricaniste n'a pas apprécié ça? C'est possible. Mais je vois également un militant frustré qui aurait aimé être maire de Douala 5e en tirant profit de l'envergure et de la popularité dont bénéficie le MRC en ce moment. Évidemment que lorsqu'on est militant politique, il est légitime d'avoir des ambitions. Célestin N'Djamène a été militant du SDF. Il en est sorti étant conseiller municipal à Douala 1er. Il a été nommé secrétaire national aux droits de l'homme au MRC. Il est aujourd'hui dans la quarantaine, je crois. Et en tant qu'homme politique, il aspire à mieux. Il aspire à mieux, maire, député, ainsi de suite. Maintenant, s'il est légitime en politique d'avoir des ambitions, je pense qu'il serait également cohérent de se rassurer que ces ambitions ne sont pas en contradiction ou ne nuisent pas aux orientations, aux ambitions de l'appareil dans lequel on se trouve. La conciliation entre ces ambitions personnelles et les ambitions de l'appareil qui est plus globale est importante. Deuxième chose, le Cameroun n'est pas un îlot. Bon, on l'a rappelé tout à l'heure, même Robin Oumniobe, qui était un nationaliste pur et dur, a trouvé important d'aller prononcer plusieurs fois, à 3 à 4 reprises, un discours sur l'indépendance, la nécessité de l'indépendance à l'époque au Cameroun. Il est difficilement pensable qu'un État puisse, dans le monde du XXIe siècle, évoluer en vase clos sans avoir de rapport avec la communauté internationale. On peut la contester, mais il y a un certain nombre d'acteurs qui façonnent la marche du monde et qui parfois dictent la conduite à tenir aux autres États. Il est important de se faire des amis, qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, pour pouvoir tenir dans le temps. Tout à fait. Alors, Dominique Audrey, vous, comment vous comprenez cette sortie de Célestin N'Djamène? On commence d'abord par l'élection manquée ou bien l'élection... Le boycott? Voilà, non, pas le boycott, le refus de... Oui, le boycott. Si, pour moi, j'ai été très contente. Bon, je ne vais pas dire contente, mais lorsque M. Kamto a annoncé que le MRC ne participerait pas, je me suis dit, et là, les masques tomberont. Nous verrons donc toutes les personnes qui étaient dans ce parti simplement pour avoir des postes. Au départ, on a vu des personnes qui ont vociféré, ça a craché du feu, du venin et tout. Mais au fur et à mesure, les masques continuent de tomber. Chacun, les cornes commencent à sortir. À ce moment, moi je me suis dit, si M. N'Djamène, s'il est avéré que les frustrations qui transparaissent à travers ce poste sont liées à cette non-participation-là, il aurait pu se greffer à un parti. Autre non. Il était tard quand même.
après l'annonce du retrait. Oui, c'était le 25 novembre et... Malheureusement, Les listes étaient déjà constituées. Malheureusement, parce qu'il aurait Donc, pu partir de là et aller. Comme quoi, moyen pour... Comme quoi, M. Kamtolor a fait ça encore. Oui. Moi, quand vous avez parlé de la question de l'ingérence, que peut-être son problème c'était l'ingérence des pays étrangers par rapport... Si on se focalise simplement sur le fait que M. Kamto a un problème, bon, le MRC a un problème avec le code électoral, on est obligé de faire appel aux forces extérieures parce qu'en interne, les politiciens qui vont à cette élection-là se plaignent le code électoral, machin, mais ils y vont quand même. Ils donnent du crédit. Ils sont contre quelque chose, mais ils continuent d'y participer. Comment être contre un truc qui vous gêne, mais vous faites quand même avec? Donc il est obligé de faire appel à d'autres personnes pour pouvoir appuyer son combat, puisqu'en interne, personne ne veut le faire. Non, mais est-ce que... Non. Ma question demeure la même. Est-ce qu'on peut considérer que la démarche actuelle de Maurice Kamto est une démarche visant à le faire installer au pouvoir par des puissances étrangères? Non. C'est de ça qu'on parle dans le Ah non. Oui, qu'on se comprenne très bien. Non, Pas du tout. Clairement, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque nous sommes en politique, on a des partenaires qui soutiennent notre campagne, qu'on le veuille ou pas. Qu'ils soient internes ou externes, nous avons tous des partenaires, que ce soit Teremouna, que ce soit Cabral Libi, que ce soit Joshua aussi, chacun a des partenaires étrangers qui soutiennent sa campagne. Maintenant, lorsque vous terminez une élection et que vous avez fait des marches pour contester l'élection et que vous avez été emprisonné, vous n'avez pas eu le temps de rencontrer les personnes qui ont soutenu votre candidature, par exemple. Et maintenant, après que vous soyez libéré, il est de bon ton pour vous de rencontrer ces personnes. Oui. Raison pour laquelle il a fait ce meeting. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que c'était un meeting prévu, de très longue date prévue, Voilà. justement au lendemain de la Il présidentielle. a voulu faire le même meeting ici au Cameroun. On se rappelle très bien qu'il a été empêché. Ce n'est pas comme si c'est de la mer à boire. Et moi, je me dis que la décision de ne même pas participer aux élections du MRC était une mesure conservatoire. Je me dis que ce parti allait se disloquer s'il partait aux élections. Parce qu'il y avait déjà trop de crises en interne qui montraient que après l'élection, on allait sentir des cassures. Lesquels, par exemple? Ah, mais non, dans la troisième, vous avez entendu ce qui se passait. Entre ceux qui disaient que non, ils ne sont pas légitimes, ils sont légitimes, ils ne doivent pas, ils ils n'ont pas autant investi. Elle a de la mémoire, Karine Sondia, parce que justement... le partenaire Paul Eric King. Voilà, justement, parce que souvenez-vous qu'à la troisième, il y en a qui estimaient que le fait d'avoir été en prison pendant 9 mois les légitimait comme candidat. Une récompense. Et que ceux qui n'étaient pas allés en prison ne pouvaient pas avoir la priorité sur eux. Ah, voilà. Vous avez de la mémoire, bravo. Il faut pas se leurrer. Oui. Il faut pas se leurrer. On termine par là. Le régime m'a souvent concédé des choses en interne à partir des pressions internationales. Rappelez-vous que le dialogue national s'est tenu au lendemain d'une réunion des Nations Unies, réunion informelle sur la crise humanitaire au Cameroun. Nous sommes au soir du régime actuel et il est important de préparer la transition. Qu'on le veuille ou pas, c'est un sujet qui est d'actualité. Oui. Et il est important de balayer, on va dire, mais sauf que la transition, c'est à chacun de concevoir comment elle va se faire. Parce que pour l'instant, il y en a qui pensent qu'on doit faire une transition brutale, forte. Et ceux qui pensent que non, une transition peut se faire, mais on n'ira pas porter les commissaires dans d'autres pays, on ne portera pas des magistrats ailleurs. Donc elle se fera aussi avec ceux qui sont déjà là en place. C'est le débat qui est actuellement au sein du régime pour cette transition. Tout le monde est d'accord qu'il faut une transition. Maintenant, comment est-ce qu'on va la faire en balayant tout le monde, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, tous ceux qui travaillent là maintenant, tous ceux qui sont là maintenant, ou on doit faire un consensus en disant oui, on ajoute un peu de neuf, mais en gardant un peu de vieux. À peu près tous les Camerounais souhaiteraient que ce soit une transition pacifique. Voilà, tout à fait. Et l'une des conditions pour que ce soit une transition pacifique, c'est qu'il y a un toilettage des règles institutionnelles et juridiques qui régissent la vie politique. Entre autres, le code électoral. D'accord. Et les urnes transparentes sont venues par les partenaires étrangers. Ce n'est pas nous. D'accord, merci. On va s'arrêter là pour ce matin, madame, messieurs, et tout de suite embrayer sur interpellation de ce matin. À tout de suite. Ce pays
en réalité, va très mal. Et la douleur est profonde. Je prends le plan de la santé. Il n'est plus facile dans ce pays de se prendre en charge. Pire encore, quand tu te rends dans les structures sanitaires. Ça fait mal. Quand tu arrives à l'hôpital, seulement les examens, les médicaments qu'on te prescrit coûtent énormément cher. Au point où on est parfois obligé de se référer à ce qu'on appelle généralement les comprimés de la rue. Qu'on essaie de voir dans quelle mesure permettre aux Camerounais moyens de pouvoir amener son enfant à l'hôpital, que son enfant suive un bon traitement et à moindre coût. Que cet examen arrête d'être un obstacle pour le déplacement vers l'hôpital. Alors, commentaire, Bombok. Je suis d'accord avec le compatriote. Dans son dernier de Z voyage au Cameroun, Francis Bébé, de glorieuse mémoire, il avait dit, c'était lors, je l'ai rencontré en 88, je pense lors du Festival des Arts de la Culture ici, il a dit, pour connaître si le pays va bien ou mal, il faut écouter les chanteurs. Quand vous avez les gens qui chantent le sexe, le tout, sachez que ça va mal. Les Ivoiriens sont encore plus explicites et ils disent là-bas, mon pays va mal. Et d'ailleurs, il y a une polémique actuellement qui sur la toile entre un artiste ivoirien qu'on appelle Kérosène et un artiste camerounais qu'on appelle Malox. Il semble que le premier qui est ivoirien aurait dit que le deuxième qui est camerounais n'est pas un grand artiste. En 2017. Et que, il a vraiment dit. Et qu'actuellement, maintenant, il y a une réponse qui a été faite par le deuxième qui est camerounais, en estimant évidemment que ce n'est pas vrai du tout. Qu'il est la dernière personne à devoir lui faire ce genre de reproche. Voilà. Et il y a quelqu'un qui a fait un post, notamment Binkou la nerveuse, qui a dit que si, moi je le dis, je reporte ce qu'elle a dit. Elle dit que s'il fallait faire un choix entre les deux artistes en question, elle ferait le choix de celui qui chante que... il a dit quoi? Il y a une chanson où il parle non, pas il serait élevé, où il dit qu'il va réussir. Hein? Il dit qu'il ferait le choix d'une chanson comme ça, qu'une chanson où on dit mets dedans. Donc, où on dit... Il a une chanson oui, mets dedans, on a compris, monsieur Fauboussi. Voilà. Donc, mets dedans, c'est Malox, c'est... Non, c'est pas l'autre. C'est pas ce que j'ai dit. Ce sont les paroles de la chanson. Bonbon est en train de dire ça. Non, Bonbon est en train de dire ça d'une autre manière, voilà, par rapport aux artistes et par rapport à ce que ces artistes véhiculent comme message. Oui, il faut écouter vos artistes. Vous aurez le thermomètre réel de votre société. Et voilà, un Ivoirien, quand il dit mon pays va mal, notre compatriote a pris le secteur de la santé, mais je lui dirais seulement que tout va mal dans notre pays. Mais le drame, c'est que les dirigeants nous disent qu'il n'y a rien à faire. Tout va mal, c'est bloqué, mais on vous dit qu'il n'y a rien à faire. C'est ça qu'on a la musique qu'on a. Voilà, alors justement, je reprends le texte, c'est qu'elle dit qu'elle préfère un artiste qui dit le second nom de Dieu c'est le temps, qu'un artiste qui dit je vais mettre dedans. Voilà. Bon, c'est son avis. Hein. Oui, c'est son avis. C'est son avis. Oui, Binkou la nerveuse, c'est elle qui dit ça. Maintenant, on verra bien ce que la musique donne. Il faut que tout le monde soit un peu artiste pour savoir ce que ça fait de chanter. Et en même temps, pourquoi c'est pas le débat n'est pas dessus. Le débat est sur le qui dit que le pays va mal. Et justement, Bobo a donc expliqué cela en disant que le pays va tellement mal que le Cameroun, il faut juste voir ce que pensent les artistes de leur pays et ce que chantent les artistes. Et on voit très bien que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où on peut le dire, ils sont en avance sur le Cameroun, là-bas chez eux, on chante l'espérance. Ils ont pris la mesure de cela en le disant clairement. Et ça participe à l'éducation à la citoyenneté. Nous, notre éducation à la citoyenneté, c'est qu'on met dedans, on chante Nyankono, on chante dessus, on dit qu'on la petite. On dit qu'on a goûté ça. Nous, ça veut dire que nous, on a touché le fond. C'est pour ça qu'on est dans l'impasse. Voilà, c'est parce que ça ne va pas. J'ai goûté la parce que ça va. Ça ne va pas en Côte d'Ivoire non plus. Mais ils disent que ça ne va pas. Disons que ça ne va pas. Quelle culture citoyenne ils ont? Parce qu'eux, ils ont pris les armes à chaque fois. Non, mais justement, c'est ça la culture citoyenne. Mais nous, on n'en a pas.
Non, mais comment ça ne va pas? C'est votre problème. Non, mais... Les Algériens... Non, on n'arrive même pas à marcher dans la rue, Bonbon. Non, c'est votre problème. Vous dire ça, Karine. Allez C'est donc- pas vous qui allez dire ça. Parce que... Allez donc coller les petites. Et là, vous verrez si ça va marcher. Mais c'est ça qu'on invite devant les autres hautes autorités. C'est ça qu'on chante devant les Changez hautes donc. autorités. Si le Cameroun a changé, a opté pour cette option, vous allez être là 1000 ans. Finalement, Karine, tout le monde a Karine, Ça veut dire qu'il faut que le sommet attire 1000 ans. Karine, moi, sincèrement, je suis un peu désolé de votre prise de parole. C'est vraiment méconnaître la crise ivoirienne que les dit qu'ils ont pris les armes. Les armes ont été prises parce qu'ils ont eu un dirigeant là-bas, pour une fois, qui était sérieux, qui fait choses, et puis manipulé par la puissance étrangère qu'on connaît, qui est venu bombarder là-bas, parce qu'ils ont osé bombarder là-bas. C'est de là que ça part. Parce que les gens avaient pris leur destin en main, en voulant avancer, on a voulu couper et casser la dynamique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, c'est pas les armes, c'est pas on dit que les armes, on va penser que les gens sont des guerriers là-bas. Non, c'est pas. C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et il y a une histoire qui s'est passée là-bas. On va avec vous, Karine, rester sur vous en espérant avoir quelques messages avant la fin de Je l'émission. sais pas si je vais lire ces messages-là, mais bon. Oui, donc quelques-uns seulement. On voilà. a peut-être encore peut-être 1 minute seulement d'émission. Alors, je vais lire un message. Maintenant, je crois que la question du travail au Cameroun est regrettablement déplorable. Le problème vient du haut. Quand vous avez tout un ministère à la charge du travail au Cameroun, qui dit que le Camerounais peut vivre paisiblement avec 36 000 francs? Il est à l'origine de ce mépris du travailleur par les patrons. Voyez-vous, il y a des Camerounais qui travaillent 14 heures par jour pour un salaire de 50 000 francs. Nombreuses sont des entreprises ici à Yaoundé qui licencient des employés juste par leur humeur. Je peux vous donner une longue liste, mais je m'en prive. Voilà, merci beaucoup pour ce témoignage qui montre bien l'État. On va lire un dernier message avant que la régie nous coupe. Alors, allons-y rapidement. Oui, Karine. pour l'histoire du jour, la maman a raté dans le sens des plus littéraux. Cette famille manque d'éducation. C'est à mon avis l'incarnation de la promiscuité. Oui, tout dit. Merci infiniment à tous et à chacun. On va se retrouver lundi prochain, lorsqu'il sera à 10h, ce sera un lendemain d'élection. On saura à peu près quelles sont les tendances, mais nous n'aurons pas le droit de vous le dire, parce qu'évidemment, nous n'avons pas le droit de le faire avant que les commissions de supervision, que ce soit communales ou départementales, de le fassent. Passez un bon week-end et puis un bon vote le dimanche prochain. Surtout que Dieu bénisse le Cameroun.